bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, on va voir une application sur le moteur asynchrone triphasé. Mais avant tout, on va faire un petit rappel de cours. Le moteur, comme on vous l'a dit précédemment, il est constitué de deux parties essentielles, le stator et le rotor. Alors, le stator. Le stator, il est constitué par trois bobines identiques, décalées l'une par rapport à l'autre d'un angle de 2 sur 3 et alimentées par un réseau triphasé équilibré. Ils produisent donc un champ magnétique tournant dans le stator et dans la fréquence de rotation et NS égale à F sur P. Je vous rappelle que F, c'est la fréquence des tensions, 50 Hz de la steck. P, c'est le nombre de paires de pôles. Fréquence 50 Hz. Alors, comme F est égal à 50 Hz et que on la prend en tours par seconde, on doit donc multiplier par 60 et on aura souvent 3000 sur P, pour l'avoir en tours par minute, bien sûr. La vitesse angulaire de rotation du champ magnétique tournant, c'est oméga S égale à 2 pi ns. Elle est en radians par seconde. Alors, le rotor, donc, tourne à une vitesse n légèrement inférieure à ns, d'où l'appellation de moteur asynchrone, parce qu'il y a une différence de vitesse entre les deux. Cette différence de vitesse fait que nous avons un glissement. On dit que le rotor glisse par rapport au champ. L'expression du champ, c'est ns moins n sur ns, ou bien on peut dire 1 moins n sur ns, ou bien carrément, on multiplie le tout par 2pi et on a oméga s moins oméga sur oméga s. Alors, le couplage du stator. Les bobines, les trois bobines, sont couplées soit en étoile, soit en triangle. En étoile, on voit bien qu'il y a un point commun. C'est pour ça qu'on place les barrettes pour constituer ce point commun. Par contre, dans le montage triangle, les bobines sont reliées 2 à 2. C'est pour ça qu'on fait les barrettes de cette façon-là. Dans le montage étoile, le courant de ligne, grand I, il est égal au courant interne, qu'on appelle aussi courant courant du récepteur plutôt. La tension entre phases, elle est égale à racine de 3 multipliée par la tension entre phase et neutre, qu'on appelle la tension simple. Donc, la tension entre phases, c'est la tension composée, elle est égale à la tension simple multipliée par racine de 3. Donc, ce qui fait que, bien sûr, la tension simple est égale à U sur racine de 3. Là, pour le couplage triangle, on n'a pas de neutre, donc on n'a pas de tension simple. On n'a que la tension composée. Il y a une règle pour le couplage. On dit que si la tension composée du réseau correspond à la tension maximale supportée par chaque enroulement du stator, on couple en triangle. Si la tension composée correspond à la grande tension de la plaque signalétique, on couple en étoile. Ah, des exemples. Le réseau est égal, on a plutôt un réseau de 230-400 volts, une plaque signalétique, c'est-à-dire le moteur de 230-400 volts, on prend toujours la tension composée du réseau, que ce soit dans le calcul ou pour le couplage. Et on la compare aux tensions du moteur. La petite tension du moteur, c'est en même temps la tension maximale supportée par chaque enroulement, c'est-à-dire par chaque bobine, et c'est en même temps la tension pour le couplage triangle, c'est la tension triangle. 400 volts, ce sera la tension étoile. Donc je compare U, la tension composée du réseau, aux tensions du moteur, de la plaque signalétique. Si jamais elle est égale à la tension 400 volts, c'est la tension étoile, donc c'est un couplage étoile. Voilà. Un deuxième exemple, je prends le réseau 230-400 et un moteur 400-690. Là, je prends comme d'habitude la tension composée du réseau 400 volts, je vois qu'elle est égale à la tension triangle du moteur, donc c'est un couplage triangle. Une petite remarque, si jamais on vous donne une seule indication pour le réseau,
c'est qu'on vous a donné U, la tension composée. Si jamais on vous donne une seule tension sans aucune indication pour le moteur, c'est qu'on vous a donné la tension triangle. Donc là, la tension composée du réseau est égale à la tension triangle du moteur, donc c'est le couplage triangle. Alors, lecture de la plaque signalétique d'un moteur qu'on a vu précédemment dans la leçon. Alors là, 50 Hz, c'est la fréquence des tensions. Là, 1440, c'est la vitesse nominale ou tout simplement fréquence de rotation nominale. 1,5 kW, la puissance donnée sur la plaque signalétique, c'est toujours la puissance utile. 0,78 cosinus phi, c'est le facteur de puissance. Là, voyez bien que la petite tension de la plaque signalétique, c'est la tension triangle. La grande tension, c'est la tension étoile. Pour le courant, c'est l'inverse. Le 6,65, c'est le courant triangle, la grande valeur. La petite valeur, c'est pour le couplage étoile. Là, cette tension triangle, c'est en même temps, on l'a dit, la tension, c'est-à-dire d'alimentation maximale supportée par l'enroulement. Et c'est la tension en couplage triangle. Celle-là, c'est la tension en couplage étoile. Et vous voyez bien les symboles. Là, RD en pourcent, c'est le rendement, qui est égal, comme d'habitude, comme pour le moteur à courant continu, PU sur PA, qu'on verra tout à l'heure. Le bilan de puissance. Comme d'habitude, pour chaque moteur électrique, on donne une puissance électrique absorbée pour obtenir une tension mécanique utile. Alors, on commence notre bilan par la puissance absorbée, qui est une puissance active. Elle est égale à UI racine de 3 cosinus phi. Ensuite, il y a les pertes. Il y a PFS et PJS. Tout à l'heure, on verra PJS, comment la calculer. Lorsque je fais PA moins PFS moins PJS, c'est le principe même du bilan, j'obtiens PTR. PTR, c'est la puissance transmise du stator au rotor, qui sépare carrément le stator du rotor. C'est pour ça que, c'est à cause du fait que le stator a un champ qui tourne à une vitesse ou bien à une fréquence ns et que le rotor tourne à une fréquence n, donc on doit les séparer. Vous voyez bien que PM et PFS, en principe, c'est les constituants de PC, les pertes collectives, qui sont égales justement à PFS plus PM. Là, on les sépare. Pourquoi? Parce que PFS, c'est à cause du champ magnétique, donc c'est dans le stator, et PM, c'est à cause du frottement de pièces, donc c'est dans le rotor. Alors, PTR moins PJR, et là, je vous rappelle que le rotor n'a aucune liaison avec la partie électrique du moteur. Mais il y a quand même des pertes joules au rotor. C'est pour ça que la formule est un peu particulière. Ce n'est pas la résistance fois le courant au carré, mais c'est G fois PTR, G étant le glissement. Là, on a P', PTR moins PJR, c'est P'. P', c'est la puissance mécanique du rotor. On l'appelle aussi PR. Elle est égale, selon le bilan, à PTR moins PJR. Et comme PJR, c'est G fois PTR, donc je la remplace ici et je mets PTR en facteur de 1 moins G. Alors là, on enlève PM et on obtient PU. On va voir maintenant les PJS, les pertes par effet Joule dans le rotor. Là, je vous conseille de ne pas voir ou regarder à R majuscule ou bien minuscule. Mais ce que vous devez retenir, c'est que dans l'énoncé, on va vous dire soit on vous donne la résistance d'un enroulement statorique ou bien entre deux bornes. C'est ces deux mots-là que vous devez retenir. Là, on vous a donné R comme étant la résistance d'un enroulement statorique. Dans ce cas-là, il faut aller voir votre couplage. Si c'est un couplage étoile, ou si c'est un couplage triangle. Si c'est un couplage étoile, PJS est égal à 3 RI au carré, et on va revenir à la deuxième. On va voir avant tout le triangle. Pour le couplage triangle, PJS est égal à RI au carré. Donc là, c'est lorsqu'on travaille avec R. Mais si jamais on n'a pas la possibilité de connaître notre couplage
pour avoir les pertes joules statoriques lorsqu'on nous a donné la résistance d'un enroulement. Dans ce cas-là, on sait que pour le couplage étoile, I est égal à J. On remplace I par J, on obtient 3RJ carré. Pour le couplage triangle, on sait que I est égal à J racine de 3. On remplace I par J racine de 3, j'obtiens aussi 3RJ au carré. Donc, quel que soit le couplage, lorsque je travaille avec J, c'est toujours la même expression des pertes joules statoriques. Maintenant, on va voir, lorsqu'on nous donne la résistance mesurée entre deux bornes ou bien entre deux phases. Dans ce cas-là, je ne regarde pas au couplage. Quel que soit le couplage, PJS sera toujours égal à 3,5 de RI au carré. Les couples. C'est presque comme les couples du moteur à courant continu. On a le couple électromagnétique, qu'on appelle aussi couple transmis, parce qu'il est calculé à partir de la puissance transmise sur oméga S. Et c'est P' sur oméga. Pourquoi? Parce que PTR, elle se trouve encore sur le stator. Par contre, P', elle est sur le rotor. Et c'est en newton-mètre. Bien sûr, oméga S, c'est 2πns. Oméga, c'est 2πn. Alors, le couple utile, c'est PU sur oméga en newton-mètre aussi. Et le couple de perte, rappelez-vous, pour le cas du moteur à courant continu, c'était PC sur oméga. Maintenant, ce qu'on trouve du côté de la puissance utile, ce n'est plus PC, comme pour le moteur à courant continu, mais c'est PM. C'est pour ça que le couple de perte, qui est en fait la différence entre TEM et TU, mais cette fois-ci, ce sera PM sur oméga. Non pas PC sur oméga, comme pour le moteur à courant continu. Là, il ne faut pas confondre. Relation entre ces couples, justement. Comme on a PU est égal à P' moins PM, donc cette relation, lorsqu'on la divise par oméga, on obtient que TU est égal à TEM moins TP, ou bien TP est égal à TEM moins TU, etc. C'est une autre expression de soit TU ou TEM ou bien TP. Rendement, c'est toujours comme d'habitude, PU sur PA. Il n'a pas d'unité. Ah, là, une remarque très importante. Si jamais on vous dit, on peut vous la notifier de plusieurs façons. Soit on vous dit on néglige toutes les pertes, sauf les pertes joules rotoriques. Soit on vous dit on tient uniquement compte des pertes joules au rotor. Dans ce cas-là, le rendement a pour expression 1 moins G sans passer par PU sur PA. Donc, je rappelle, lorsqu'on ne tient compte que des pertes joules, c'est-à-dire PFS est égal à 0, PJS est égal à 0 et PM est égal à 0. Dans ce cas-là, il n'y a que PJR et dans ce cas-là, le rendement est directement exprimé par 1 moins G. Voilà. Là, on va faire un exercice. Pour un réseau de 230-450 Hz, on a cette installation-là. Bon, vous voyez bien que là, vous avez 1 moteur, 2 et 3. Et là, on a 2 fours. Alors, en se référant à la figure, remplir le tableau suivant. On veut voir le sens, si c'est un moteur à un seul sens ou à 2 sens de rotation. Bien sûr, je vous rappelle une chose, c'est que lorsqu'on a un seul contacteur, c'est qu'on a un seul sens de rotation. Si on a 2 contacteurs et où on permute entre 2 phases, on permute, on ne dit pas en inverse, on permute entre 2 phases, là, c'est 2 sens de rotation. Si jamais on a 3 contacteurs, un contacteur de ligne, un contacteur étoile et un autre triangle, c'est le démarrage étoile-triangle. Donc, on va voir le moteur MT1. Donc, on est revenu. Là, MT1, là. Regardez bien, c'est uniquement un seul contacteur KM3. Donc, c'est un moteur à un seul sens de rotation. MT2. MT2, je vois qu'il y a les 3 contacteurs que j'ai énoncés tout à l'heure. Je vois bien que là, il y a un point commun, donc c'est le contacteur étoile. Là, c'est le contacteur de ligne. Et là, ce sera certainement le contacteur triangle. Donc, le contacteur de ligne, il y a un seul contacteur, donc c'est un seul sens de rotation. MT3, par contre, il y a 2 contacteurs. Vous voyez bien qu'on a maintenu la phase numéro 2 à travers le deuxième contacteur sur la phase numéro 2, et on a permuté entre 1 et 3. Regardez bien, 1 va vers 3 et 3 va vers 1. Donc, c'est un 2 sens de rotation. On revient. Donc, on va dire MT1, comme on a dit, un seul sens.
MT, et c'est bon, les démarrages. On va voir les démarrages. On a vu que là, ces deux-là, c'est un démarrage direct. Par contre, ici, je vous ai dit que là, c'est le contacteur étoile et là, triangle. Donc, le seul où on a un procédé de démarrage étoile-triangle, c'est le MT2. Je vous rappelle bien sûr que pour le moteur asynchrone, on peut se permettre de faire un démarrage direct pour les moteurs de faible puissance. Par contre, si c'est un moteur de grande puissance ou de moyenne puissance, on est obligé de faire ce procédé de démarrage. Il y a trois procédés. Il y a l'élimination des résistances statoriques, l'élimination des résistances rotoriques et l'étoile triangle. On a choisi l'étoile triangle. Par contre, ces deux-là, c'est des démarrages directs. On revient. Donc, on a dit MT1, c'est un seul sens et un démarrage direct. MT2, c'est un seul sens aussi et c'est un démarrage étoile-triangle. Et MT3, où il y a les deux contacteurs, où on a permuté les deux phases, donc deux sens, et c'est un démarrage direct aussi. Voilà. Maintenant, on va remplir ce tableau-là. Alors, on vous dit contacteur de commande du moteur MT3 dans le sens 2, c'est-à-dire c'est lequel? MT3 dans le sens 2, c'est KM2. Voilà. Ensuite, KM1, c'est quoi? KM1. Alors, on voit, voilà. KM1, c'est la commande du moteur MT3 dans le sens 1. Voilà, commande en charge, si vous voulez, du moteur MT3 dans le sens 1. Ensuite, contacteur de commande du moteur MT1 dans un seul sens, c'est lequel? MT1, alors, voilà, c'est KM3. KM3. Voilà. Contacteur pour coupler le moteur MT2 en triangle. En triangle. Là, c'est le couplage triangle, c'est KM5. En étoile, c'est KM6. Donc, en triangle, c'est KM5. En étoile, c'est KM6. Voilà. C'est pour le couplage en étoile. Maintenant, contacteur de commande du four F1. Le four F1, son contacteur, c'est KM7. F2, c'est KM8. Donc, KM7. Ensuite, Q1, c'est quoi? Q1, voilà, c'est le sectionneur. Son rôle, c'est isoler l'installation. Dans ce cas-là, c'est une installation. Sinon, s'il est inséré avec le moteur, on dit isoler le moteur. Comme on peut dire que son rôle, c'est la commande à vide du moteur. On revient. Voilà, c'est la commande à vide ou bien isoler le moteur. C'est le sectionneur. Mesurer les puissances par quoi? Regardez bien. Là, je vois qu'il y a deux wattmètres, wattmètre 1, wattmètre 2. C'est pour mesurer la puissance sur le moteur MT2 par la méthode des 2 wattmètres. Et là, je vous rappelle que pour cette méthode-là, la puissance active, on l'a fait soit par calcul UI racine de 3 cosinus phi, ou bien par mesure, il y a deux formules. La puissance absorbée, c'est P1 plus P2. La puissance réactive Q, c'est racine de 3, P1 moins P2, et on va le voir tout à l'heure. Alors, on revient. Donc, là, c'est W1 et W2, les 2 wattmètres. Partie B, étude du moteur MT2 en fonctionnement nominal, à partir de la plaque, c'est-à-dire. Alors, le moteur MT2 est un moteur asynchrone triphasé hexapolaire. Hexapolaire, c'est-à-dire 6 pôles. 6 pôles, ça veut dire P est égal à 3. Il est alimenté par un réseau triphasé équilibré 230-400. Et là, si on veut voir c'est quoi ces deux tensions-là, là, la petite tension, c'est la tension simple, elle est entre phase et neutre. Et la grande tension, c'est la tension composée entre deux phases. 50 Hz, c'est la fréquence. La résistance mesurée à chaud entre deux bornes. Et là, on a dit tout à l'heure que c'est ce qu'on doit lire, c'est ce qu'on doit retenir pour le calcul des pertes joules statoriques. Je vous rappelle que lorsqu'on a la tension mesurée à chaud entre deux bornes, PJS sera égal à 3,5 de R, I au carré, quel que soit le couplage, et quelle que soit l'appellation de R. Parce qu'il y a, vous avez des élèves qui tablent sur le fait que entre deux bornes, on l'appelle grand R, par contre l'autre, c'est... Non, il n'y a pas de ça. Il y a uniquement voir si c'est entre deux bornes ou bien d'un enroulement.
D'un enroulement, on doit voir le couplage entre deux bornes, quel que soit le couplage, c'est toujours 3,5 de R I au carré. Lors de son fonctionnement en régime nominal, on a relevé. Voilà, c'est la méthode justement des 2 wattmètres. Sachant que dans d'autres applications, l'une des 2 puissances, surtout P2, peut être négative. Dans ce cas-là, elles sont toutes les 2 positives. On nous a donné aussi le glissement qui est égal à 6%. Dans le calcul, on fera 0,06. PFS, les pertes fer au stator sont égales aux pertes mécaniques, égales à 500 watts. Déjà, lorsqu'on voit ça, et qu'on sait que PC, c'est égal à PFS plus PM, PC sera égal à 1100 watts sans qu'on nous l'ait même demandé. Déterminer la puissance active absorbée. Comme on nous a donné la mesure par la méthode de 2 wattmètres, on peut dire que PA est égal à P1 plus P2, donc 8700 plus 3600, voilà, 12 300 watts. La puissance réactive, je vous ai dit tout à l'heure que Q était égal à racine de 3 P1 moins P2, elle est en var, voilà, racine de 3 de 8700 moins 3600, ça me donne 8833,45, c'est en var, volt, ampère réactif. Calculer l'intensité du courant en ligne, on l'a énoncé tout à l'heure. Le courant délivré par la STEC, c'est le courant de ligne grand I. Le courant interne, ou bien par phase, ou bien le courant du récepteur, on l'appelle J. Et je rappelle encore une fois, pour le couplage étoile, I est égal à J. Pour le couplage triangle, I est égal à J fois racine de 3. Alors, I, à chaque fois qu'on vous donne à calculer le courant I et que vous avez la méthode de 2 wattmètres, faites-le avec S. Parce que S, qui est la puissance apparente, elle est égale à UI racine de 3. Q, c'est UI racine de 3 sinus phi, et P, c'est UI racine de 3 cosinus phi. Celle-là, c'est à partir du triangle de puissance, Pythagore, on a S au carré est égal à P carré plus Q carré. Donc, comme S est égal à UI racine de 3, I sera égal à S sur U racine de 3. S, c'est racine carrée de P carré plus Q carré sur U racine de 3. Et là, c'est hyper important, U, c'est toujours la tension entre phases du réseau, non pas du moteur. Non pas la grande tension du moteur. Attention, le U, pour le calcul et pour le couplage, on prend la tension composée du réseau. Donc, ça me donne un courant de 21,85. Maintenant, on vous demande le facteur de puissance qui est cosinus phi. Bien sûr, là, je sais que PA est égal à UI, racine de 3 cosinus phi. Donc, cos phi est égal à PA sur UI, racine de 3. C'est un cosinus phi de 0,81. C'est un très bon cosinus. Parce que il doit être, le cosinus, généralement, il est entre 0,7 et 0,85 pour un bon fonctionnement. Alors, calculer les pertes dissipées par effet Joule au stator. On en a parlé tout à l'heure. Comme on nous a donné la résistance entre deux bornes, on ne regarde pas au couplage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que quel que soit le couplage, PJS, dans ce cas-là, est égal à 3,5 de R I au carré. Voilà. Voilà. 3,5 de R I au carré. C'est des pertes joules statoriques de 572,9 watts. Déterminer la fréquence de rotation N du moteur en tours par minute. N, elle est déterminée généralement à partir du glissement. Comme on a G égale à NS moins N sur NS, c'est égal à 1 moins NS sur N. Donc, NS sur N est égal à 1 moins G et N sera égal à NS multiplié par 1 moins G. On a tout. Comment on a obtenu 1000 tours par seconde pour NS? Tout à l'heure, alors, on a dit que c'était un moteur hexapolaire, donc P est égal à 3. On a le tableau du synchronisme. Pour P égale à 1, j'ai 3000 tours par minute. Pour P égale à 2, on l'a vu dans le sang du moteur asynchrone. P est égal à 2, c'est 1500 tours par minute. Et P égale à 3, c'est 1000 tours par minute. Et je me permets de déduire ça directement à partir du tableau et à partir du fait qu'il m'est dit que c'était un moteur hexapolaire. Donc, ça me donne une vitesse de 940 tours par minute. Alors, maintenant, on vous demande de déterminer les pertes par effet Joule dans le rotor. PJR, c'est égal à G fois PTR. Voilà.
PTR, d'après le bilan, c'est PA moins PJS moins PFS. J'ai calculé PGS. On m'a donné PFS 550. Donc, c'est G fois PA, 12 300 que j'ai calculé précédemment, moins PJS que j'ai aussi calculé là, et moins 550 qui est une donnée dans l'énoncé. Ça me fait des pertes joules rotoriques de 672,62. Ensuite, on vous dit en déduire la puissance utile, déduire de ça. Bon, on a pris le chemin le plus long, disons, parce qu'on pouvait calculer PU à partir de PTR, qui est égal à PU, PU est égal à PTR moins PM moins PJR, ou bien on sait que PU est égal à PA moins la somme des pertes, j'ai tout. Donc, j'ai calculé, j'ai trouvé 9 956,48. Je vérifie que PU est inférieur à PA, sinon on est dans l'erreur. Alors, ensuite, on vous demande le couple utile plutôt, c'est PU sur oméga, donc PU sur 2πn, et là, faites attention, TEM, c'est PTR sur oméga S, ou bien P' sur oméga. TU, c'est calculé à partir de PU, et on est dans le rotor, donc c'est sur oméga, c'est-à-dire 2πn. On a tout, donc on a obtenu un couple de 101,14 Nm. Là, en se référant au catalogue constructeur qui est dans le dossier technique, qui est celui-là, on va choisir, on va plutôt détecter quel est notre moteur, la référence du moteur. Tout à l'heure, on a trouvé un cosinus phi de 0,812. 812, c'est ça. Donc 0,81. On a trouvé le courant égal à 21,87. Le réseau, il est de 400, plutôt les tensions du moteur 400 et 690. On vient de trouver le couple utile 101,1. Donc notre moteur, ou la vitesse, on l'a trouvé tout à l'heure 940. Donc notre moteur, c'est le LSMV 132. Donner le modèle du moteur. Là, vous voyez, on l'a encadré et on l'a écrit là-bas. Bon. Là, on va vous demander de tracer la caractéristique de TU en fonction de N. Tout à l'heure, on a trouvé la vitesse 940. Alors, 940, c'est là. Pour un couple qu'on vient de calculer égal à 101,14, c'est à peu près 100, disons. Donc, on a mis ce point-là. Et comme on sait que A vide, le couple utile, est égal à 0, et que A vide, NS, et on me l'a dit ici, est pratiquement égal à N0, le moteur devient pratiquement synchrone, parce qu'il n'y a plus de différence de vitesse entre le champ du stator et entre le rotor. Et comme je sais que NS elle est égale à 1000, donc N0 sera égal à 1000. Donc là, j'ai 2 points pour tracer la caractéristique qui est une droite affine décroissante. Le premier point, je rappelle, pour une vitesse de 940, j'ai obtenu tout à l'heure un couple de 101,14, j'ai mis à peu près là. Donc là, je vais tracer mes 2 points, là et là. Pour TU égale à 0, c'est la vitesse à vide qui est égale à NS, et je trace. Voilà. Donc, sachant que le convoyeur HN est entraîné par le moteur, MT2 impose un couple résistant comme indiqué sur le graphe. Déterminer graphiquement les coordonnées du point de fonctionnement. Donc, je trace en pointillé, j'obtiens là une vitesse de 950 tours par minute et un couple de 86 Nm. Bien sûr, à partir du point de fonctionnement. Et je vous rappelle encore une fois qu'on peut l'appeler régime établi ou bien groupe. En déduire la puissance mécanique utile fournie par le moteur, la puissance mécanique, il peut me dire la puissance mécanique tout simplement, sans pour autant me dire utile. Je conclus que le moteur donne une puissance mécanique, donc c'est la puissance utile. La puissance utile, elle est calculée à partir du couple utile et de la vitesse. PU est égal à TU fois oméga, c'est-à-dire TU fois 2πn. Bien sûr, N doit être en tours par seconde, c'est pour ça que j'ai divisé par 60, et ça me donne une puissance utile de 55,6 watts. Là, je me suis proposé de vous donner une petite question qui va vous permettre
de déterminer les points de fonctionnement, mais cette fois-ci analytiquement, pas graphiquement. Donc, on me donne TR, l'équation de TR, et on me donne 2 points. Ces 2 points-là peuvent me constituer un système pour quoi faire? Pour déterminer l'équation de TU, parce que je sais que TU, c'est de la forme AN plus B. Une fois je détermine A et B, donc j'obtiens l'équation de TU, et je sais que au point de fonctionnement, TU est égal à TR, donc je fais l'égalité, je détermine N, et par la suite, TU. Donc, ça constitue un système. Regardez plutôt comment j'ai fait. J'ai dit que TU était égal à N plus B. A étant la pente de TU, et je sais que A sera négative parce qu'elle est décroissante. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un calcul de pente. 70 moins 0 sur 1400 moins 1500. C'est pour ça que ça me donne une pente négative, moins 0,7. Ça confirme le fait que c'est une droite qui est affine décroissante. Une fois que j'ai obtenu A, donc, je vais dire que A vide, TU est égal à 0 et N0 est égal à NS. Donc, je prends le point 1500, 0, que je remplace là-bas avec un A égal à moins 0,7. Donc, B sera égal. Je multiplie 1500 par moins 0,7 que je ramène de l'autre côté. B sera égal à 1050. Donc, maintenant, j'ai un couple utile qui est égal à moins 0,7N plus 1050. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'égalité entre TU et TR pour avoir les coordonnées N et par la suite TU. Voilà. Donc, au point de fonctionnement, comme on l'a dit, TU est égal à TR, on fait l'égalité et on trouve que N est égal à 1300. Ensuite, on revient à cette équation-là pour avoir un couple utile de 140 Nm. Voilà. Maintenant, on va rappeler un peu le démarrage direct à 2 sens de rotation. On place un contacteur pour le deuxième sens. On a dit qu'on permutait de phase, on n'inverse pas de phase. Vous voyez là-bas que la phase L2 à travers le deuxième contacteur va vers L2, donc on la laisse comme elle est. Maintenant, on va croiser, on va permuter entre la phase 1 et la phase 3, comme vous allez le voir. Voilà. La phase 3 va vers la phase 1 à travers le contacteur 2, KM2, et la phase 1 va vers la phase 3. Là, c'est le schéma de puissance, voilà, le circuit de puissance. Là, c'est le circuit de commande. Là, vous voyez qu'il y a un triangle qu'on a vu l'autre fois, mais qu'on va rappeler. Il y a un axe. Ce triangle-là, c'est un verrouillage, c'est une sécurité mécanique, parce que KM1 pour le sens 1 et KM2 pour le sens 2 ne doivent jamais se fermer simultanément. Donc, lorsque KM1 se ferme, KM2 est bloqué et vice-versa. Là, RT2, c'est un relais thermique. Le relais thermique, il nous protège contre les surcharges lentes, c'est-à-dire lorsque le courant dépasse de peu le courant qu'il doit consommer, il y a des bilabs qui se dilatent et qui coupent le circuit. Là, dans le schéma de commande, RT, vous voyez qu'il y a le symbole du relais. Là, c'est le bouton arrêt, S0 bar. Là, c'est le bouton marche, sens 1. Et là, le bouton de maintien. Regardez bien. Voilà, S1, c'est le bouton marche, sens 1. S2, sens 2. Là, c'est un contact de maintien parce que là, c'est un bouton poussoir. S1, je vais appuyer et puis relâcher. Donc, la bobine doit être toujours alimentée. Lorsqu'elle est alimentée, elle va attirer ses contacts, tout ce qui est KM1 va bouger. Ces 3 contacts-là vont se fermer pour faire fonctionner le moteur dans le sens 1. Celui-là va se fermer pour l'auto-alimentation ou bien le maintien de la tension aux bandes de la bobine. Là, c'est le sens 2. Que représentent ces 2 contacts-là? Vous allez voir que ce contact-là, il est géré par KM1, celui-là par KM2. C'est une autre sécurité au cas où la sécurité mécanique, le verrouillage mécanique se trouve défaillant, il y a cette sécurité-là. Regardez bien. Vous voyez bien que c'est un deuxième contact de KM1. Et là, maintien et deuxième contact de KM2. On va le faire fonctionner. Alors, S1, j'actionne S1. J'alimente KM1.
elle ferme ce contact-là et ces trois contacts-là. Là, c'est pour le maintien, voilà, l'auto-alimentation. Là, c'est pour le fonctionnement dans le sens avant. Et là, elle ouvre ça. Les deux bobines ne seront jamais alimentées simultanément. C'est-à-dire que les deux contacteurs ne se fermeront jamais simultanément. Donc, c'est une deuxième sécurité, et cette fois-ci électrique, qu'on appelle verrouillage électrique. Là, s'il y a un incident, plutôt si ça chauffe, si le courant dépasse, les bilames vont couper le circuit, c'est-à-dire c'est simulé par ça, c'est représenté par ça. Ce contact-là s'ouvre. Lorsqu'il s'ouvre, il va actionner, il va fermer ce contact et le voyant rouge va s'allumer pour dire qu'on a un dépassement de courant, c'est-à-dire une surcharge lente. Là, on vous demande de remplir ce tableau. Q2, on l'a vu par les traits, c'est le sectionneur. Il y a des fusibles dessus, donc c'est un sectionneur porte-fusible. Le fusible, il est là pour la protection rapide contre les surcharges rapides ou bien brusques, c'est-à-dire tout simplement le court-circuit. Alors, le sectionneur, il va commander le moteur à vide ou bien l'isoler. Commande à vide et protection contre les surcharges rapides, c'est-à-dire les courts-circuits. RT2, c'est le relais thermique. Il est là pour les protections lentes, contre les surcharges lentes. 1 km1 et 1 km2, on l'a vu tout à l'heure, et on a dit. Alors, on a dit que c'est des contacts d'auto-alimentation ou bien de maintien, maintenir l'alimentation des bobines, et là, c'est la sécurité électrique, donc c'est des contacts de verrouillage électrique qui empêchent l'alimentation simultanée des deux bobines. Là, au risque de me répéter, je vous ai donné dans une séance précédente les conseils de bien lire votre dossier technique, de bien lire la question en totalité au risque de rater des hypothèses qui peuvent être la clé de la solution, surtout pour les moteurs. Ne jamais paniquer devant un schéma compliqué, parce qu'en fin de compte, et au bout du compte, il va y avoir une question facile, soyez-en sûrs, de bien parcourir en premier le dossier pédagogique pour voir les parties qu'on maîtrise le mieux, d'essayer de les faire, ensuite passer aux parties qui paraissent difficiles. Si jamais on bute sur une question, il ne faut pas paniquer, parce que ça vous empêchera de travailler, on passe à une autre question, ensuite on revient. En plus, l'élève n'est jamais sanctionné deux fois de suite. Il faut savoir doser entre la mécanique et l'électrique, et c'est très très important là, parce qu'on ne doit pas passer 3 heures pour la copie du génie électrique, ensuite seulement 1 heure pour la mécanique. Ne jamais sous-estimer une question, même si elle est facile. Si l'examen ou l'une de ces parties vous paraît facile, il ne faut pas se précipiter, il faut travailler tout doucement, il faut aller lentement mais sûrement, et en fin de compte, il faut garder la tête froide devant toutes les situations, et je suis certain que la plupart d'entre vous sont capables de résoudre n'importe quelle question. Inch'Allah Rabbi Ma'akum.